En direct du studio Tennis Giant de Sur la Ligne. Bienvenue à tous au Parc Jarry au Stade IGA. Alex Régébal en votre compagnie, Hugues Léger à mes côtés. Première édition de ce Café OBN en direct de notre studio qui donne sur les terrains derrière nous. On va faire ça avec vous tous les matins. On va regarder ce qui s'est passé la veille et également ce qui s'en vient pour la journée d'action. On a un gros épisode aujourd'hui parce qu'on doit également parler de ce qui s'est passé du côté de Washington. Mais avant qu'on tombe dans le côté tennis, mon cher Hugues, comment vas-tu? Comment te portes-tu? Très bien. Ce fameux premier lundi est toujours particulier. Session de soirée avec des Canadiens, des Canadiennes. Ce soir, Eugénie Bouchard. La table est mise pour le lancement réel du tournoi aujourd'hui. On sait qu'on a eu un premier tour déjà le dimanche qui est exceptionnel, mais cocktail d'ouverture, soirée spéciale, ça va très bien, Alex. Ouais, les cocktails d'ouverture, c'est ton genre d'événement, ça, Hugues, là, qui est toujours dans les événements UP. Bienvenue une fois de plus dans notre studio Tennis Giant. Hugues, on perdra pas trop de temps parce qu'on a beaucoup de trucs à parler aujourd'hui exceptionnellement. On va commencer avec ce qui s'est passé hier. On n'a pas le choix d'en parler du côté de Washington parce que Leylah Annie Fernandez a remporté le WTA 500 de Washington. Ouais, le plus gros titre pour Leylah en carrière, son 4e, son premier depuis 2023. WTA 500, elle était très contente et quelle semaine elle nous a donné, Alex. Demi-finale légendaire contre Rybakina, 3 tie-breaks. Quelle battante Leylah, on en parlait d'Eugénie, mais Leylah, on la connaît, c'est une compétitrice hors pair, elle l'a prouvé encore, mais ça va lui faire du bien cette victoire. Ça fait longtemps qu'elle n'avait pas eu ce type de résultat. C'est parfait ce qui s'est passé. J'aurais aimé une reprise de la finale du US Open avec Raducanu. On est passé tout près parce que Raducanu a fait la demi-finale. C'est un autre titre pour Leylah Fernandez, un 6e cette année pour le Canada. Oui. J'ai fait une recherche pour toi, mon cher Hugues. En fait, je salue Pat Stesky de Tennis Canada qui l'a fait pour moi et qui a confirmé que c'est la première fois de l'histoire qu'on aura 6 titre canadien. Dans une année où des fois on se dit, ben, il y a des hauts, il y a des bas, ben, mine de rien, tu regardes les résultats puis on est en train de connaître peut-être une des meilleures années du tennis de l'histoire canadienne. Shapovalov, déjà 2 titres. Gabriel Diallo qui se rapproche de Félix et de Denis au classement. La Hopman Cup. Maintenant, Leylah, ben oui, tout d'un coup, à la fin juillet, on se retrouve avec une année exceptionnelle pour le Canada. Ben, tu sais quoi, j'ai même pas calculé la Hopman Cup dans les 6 titres parce que Félix en a 2. Souviens-toi, son début de saison absolument exceptionnel. Oui. Shapovalov en a 2, Diallo en a 1, Leylah en a 1 également. Et qui sait, peut-être à Montréal et ou à Toronto cette semaine, pourquoi pas. Alors, titre exceptionnel pour Leylah Fernandez, c'est le plus gros de sa carrière jusqu'à présent, peut-être jusqu'à cette semaine, qui sait, on verra, on en reparlera. Peut-être un petit mot aussi sur ce qui s'est passé du côté des hommes, parce que De Minaur l'a emporté, il y a un moment qui t'a touché. Ben, à Washington, finale, Alex De Minaur contre Davidovic Fokina, Alejandro. Une 4e finale perdue pour Davidovic Fokina. 3 balles de match échappées. Il était en larmes après son match. Alex De Minaur est allé s'asseoir à côté de lui pour le consoler, lui parler un peu, lui dire, écoute, t'es trop bon pour pas gagner un titre. Mais c'était vraiment dur pour Davidovic Fokina. Et Alex De Minaur, quel bel esprit sportif. C'était vraiment une belle image qui m'a rappelé un peu, Alex, quand Federer et Nadal, lors de la fameuse coupe Lever et la retraite de Federer, où les deux se parlaient et pleuraient en même temps. C'était un peu ce moment-là hier. Intéressant ce qui s'est passé du côté de Washington, mais si tu le veux bien, on va regarder ce qui s'est passé hier du côté de Montréal et Toronto. C'était une grosse soirée d'ouverture au Parc Jarry, au Stade IGA hier, parce que il y avait quand même des gros noms. Victoria Mboko et Bianca Andreescu. Commençons par cette dernière, parce que c'était quand même un match assez incroyable comme match de premier tour. Deux championnes de Grand Chelem qui s'affrontent au premier tour parce que Barbora Krejcikova, qui a déjà gagné Roland Garros et qui, par ailleurs, a gagné Wimbledon pas plus tard que l'année passée, en 2024, affrontait Bianca Andreescu. Je vais être honnête avec toi, là. Puis on s'en est parlé hors d'onde. Ouais. Quand j'ai vu le tirage au sort, j'étais pas super confiant pour ce match-là de Bianca parce que elle a pas joué beaucoup. Les blessures, etc. Mais Colin, Bianca, hier, m'a fait mentir. C'était probablement le pire tirage de toutes les Canadiennes. Là. Très mauvais tableau d'entrée de jeu, tu l'as dit, contre une championne de Grand Chelem. Et au deuxième tour, ça sera Mira Andreeva. On pourra en parler un petit peu plus tard. Mais on a vu un match classique de Bianca Andreescu. Elle a bien géré son match. Elle a l'air très en forme en ce moment. Donc, victoire en 2-7. Mais
Un match de Bianca n'est pas un match de Bianca sans un moment de drame. Et sur la balle de match, se tord la cheville, hurle de douleur. On se dit, ça y est, c'est fini. Elle va sortir du terrain, mais j'en revenais pas sur une balle de match. C'est pas possible, pas encore une fois. Puis elle l'a dit, elle aussi, not again. J'en reviens pas. Finalement, plus de peur que de mal, on l'a tapé. Elle pouvait marcher et mettre son poids sur sa jambe. Elle a pu finalement conclure au service sur 2 fautes directes de Krejcikova qui est un peu sortie de son match. Ouais. Mais Bianca, bravo d'avoir passé le premier tour quand même. Elle a bien géré ce match-là et elle a réussi à s'en sortir. On aura des nouvelles en cours de journée au niveau de son état pour la suite et son match de deuxième tour contre Andreeva. C'est drôle parce que j'ai parlé à Charlotte hier, puis je disais, Charlotte Rébiarminette qui travaille avec nous, puis je disais, comment ça se fait qu'elle a échappé 2 balles comme ça, puis elle dit, ben des fois, c'est un peu compliqué parce que tu te dis, bon, ben là, elle est blessée, j'ai juste à garder la balle en jeu, puis c'est comme si tu te sortais toi-même de ton jeu. Alors, c'est ce qu'elle me disait, parce qu'elle connaît beaucoup plus le tennis que moi. Alors, victoire de Bianca Andreescu contre Krejcikova qui passe au deuxième tour. Maintenant, tu disais, peut-être plus peur que de mal dans son cas, là. J'espère. On a vu qu'elle est passée par-dessus sa cheville. Ça a pas craqué. Ça une foulure, là. Ouais, c'était pas comme Zverev, évidemment, ce qui s'était passé à Roland Garros pour ceux qui s'en souviennent. Donc, espérons que c'est juste un étirement au niveau des tendons, des ligaments, que ça va être gérable, un peu de cortisone, un bon taping. Écoute, on se croise les doigts, mais ça augurait plutôt bien à sa sortie de terrain. Une autre qui nous a impressionné. On parlait de Andreeva. Peut-être un petit mot. Tu t'attends à quoi contre Andreeva? Parce que là, honnêtement, tout est ouvert, là. Pour moi, Andreeva, c'est une des championnes potentielles, Ah oui. installée dans le top 10, déjà 18 ans seulement, mais une des joueuses à battre en ce moment sur le circuit. Et je pense que la surface va bien lui convenir à Montréal aussi. Je m'attends encore à un match difficile, mais Bianca, encore une fois, championne du US Open, va se battre sur tous les points. Si sa cheville tient le coup, ben pourquoi pas un match intéressant. Elle a beaucoup d'expérience. Elle n'est pas impressionnée par les grands moments sur le court central. Donc j'ai bien hâte de voir. Andreeva par favorite, évidemment. Mais avec Bianca, tout est possible. Elle est 5e mondiale, Andreeva. Elle a 2 titres cette année et pas les moindres à Dubai, Indian Wells et WTA 1000. Et elle n'a que 18 ans, mon cher Hugues. Alors, c'est l'avenir du tennis. Oui, elle est absolument favorite demain, mais en même temps, si t'es Andreeva, t'es pas contente de voir Bianca Andreescu au deuxième tour qui vient de battre Barbora Krejcikova. C'est pas un deuxième tour facile, comme on dit, pour Andreeva. Ça sera pas un walk in the park, une balade dans le parc. J'arrive. Dans le parc Jarry, exact. Mboko nous a impressionné hier quand même. Elle a battu la 76e mondiale, Kimberly Burrow. Mboko, pour moi, une des floaters sur le tableau. Elle pourrait surprendre beaucoup de joueuses. C'est sa première année sur le grand circuit WTA 1000. Les joueuses la connaissent pas tant que ça, bien que ça doit commencer à discuter dans les vestiaires. Elle peut surprendre quelques joueuses classées dans le top 50. Elle rentre dans le top 100 de façon solide maintenant. Mboko, je reviens rapidement. 22 victoires en début de saison, 5 titres en ITF, 3e tour à Roland-Garros, 1er tour à Wimbledon. C'est la joueuse aussi qui monte en ce moment. C'est la star canadienne en devenir, Mboko. Pour moi, je la vois progresser dans le tableau, Alex. Et pourquoi pas là, un 8e ou un quart de finale, Mboko. Moi, je vois beaucoup de potentiel sur ce tournoi-là. Elle est très motivée. OK, maintenant, j'ai une plainte à formuler. Vas-y. Parce que Victoria, on a fait plusieurs entrevues avec elle dans les 2-3 dernières années. C'est vrai. Victoria nous a jamais dit qu'elle parlait français. Elle a caché ça. Hier, elle a fait l'entrevue en français. Victoria, on t'attend là, pour la prochaine entrevue. On va se comprendre. On va faire ça en français, mais excellent français par ailleurs pour une fille qui vient pas du coin. Fille qui s'entraîne ici au Centre national, donc une fille de la place. Elle veut bien faire ici à Montréal. J'ai bien hâte de voir son parcours. Ouais, je pense que c'était quand même spécial pour elle de jouer un premier match devant une première victoire comme ça devant la foule qui l'encourageait ici à Montréal. Une autre qui a été impressionnante hier, c'est Rebecca Marino, qui a fini la soirée très tard, mais qui s'en sort avec une victoire, une première depuis un bon petit bout ici là, à Montréal. Oui, contre la Française Jacquemot. Et sa très courte robe qui a fait parler un petit peu hier soir. Donc, victoire de Rebecca Marino qui encore une fois a réussi à aller chercher des premiers tours dans des grands chelems, dans des WTA 1000. Bravo à Rebecca pour cet effort. Elle a bien géré son match. Son gros service, son coup droit, son mode offensif a bien fonctionné encore hier. 2e tour pour la Canadienne. T'aurais dû voir hier parce qu'on lui a annoncé en conférence de presse qu'elle affrontait Navarro et elle ne le savait pas. Elle dit, j'ai pas regardé le tableau, on lui a appris après sa victoire. Elle sera pas simple contre Navarro, mais écoute, je sais pas si je me répète ou si ça devient futile de le faire ou de le dire, mais dans une bonne journée, Rebecca Marino, avec le service qu'elle a, elle peut s'en sortir. Elle peut donner du trouble à certaines des meilleures joueuses au monde. Elle est à la maison, elle connaît le terrain, c'est une surface qui lui va à merveille. Encore une fois, son one-two punch, service, coup droit.
On verra, mais encore une fois, je suis tellement content qu'elle gagne un tour. C'est déjà un peu mission accomplie, je pense, pour elle. Marino qui a accepté aussi hier de nous faire quelques clips en français, parce qu'elle aussi parle un peu, même parle bien français, oui, honnêtement. Il n'y a pas d'enjeu de ce côté-là. Marina Stakustic était également en action hier du côté de Montréal. On pensait peut-être une surprise parce qu'elle avait gagné la première manche, mais malheureusement, elle a vu son adversaire revenir. C'était bien parti pour Marina Stakustic. Victoire assez, en fait, de gain de la première manche de belle façon, mais tout d'un coup, ça s'est un peu effondré en deuxième, troisième manche. Son adversaire, Christian, a pris le dessus clairement vers la fin. Bon, on sait, Stakustic a été blessée en début de saison. C'est plus difficile depuis un an et demi. Moi, je pense qu'elle va revenir. Elle s'est mis beaucoup de pression pour ce match-là. Elle aussi voulait bien faire, évidemment, à Montréal. Ben, malheureusement, ça aurait été qu'une manche et après, ça s'est compliqué. Dans les circonstances, c'est quand même pas si mal parce que c'était son premier match depuis Roland-Garros. Elle a dit qu'elle était blessée depuis et mon feeling, Hugues, c'est que si c'était pas Montréal, elle aurait peut-être pas joué. Alors, qu'elle fasse un 3-7 contre Jacqueline Christiane, peut-être que c'est un peu de positif dans la victoire. On va regarder ce qui s'est passé hier rapidement du côté de Toronto avant de revenir ici à Montréal pour faire le bilan de la journée, si tu le veux bien. Parce que hier, l'histoire de la journée du côté de Toronto, c'était ce match de Vasek-Pospisil qui était potentiellement son dernier. Et ce fut finalement son dernier. C'est une défaite au premier tour pour Vasek-Pospisil. C'est une autre défaite cette année. Ouais, bon, c'était clair que c'était son dernier match hier. Il a fait quelques tournois préparatoires, mais avec des défaites assez rapides dans des premiers tours de qualification, notamment à Granby. 0-3 cette année. Exactement. Il avait perdu 6-0, c'est ça, je pense, à Granby en qualif. Donc, c'était vraiment à la fin. Bel hommage à la fin. Il y avait Jennifer Bishop, évidemment, du conseil d'administration de Tennis Canada, qui était présente pour lui remettre une plaque. Joueur important, gagnant en double de Grand Chelem, quart de finale en Grand Chelem aussi, champion de la Coupe Davis sur l'équipe de 2022. Il a accompli beaucoup de choses pour le tennis canadien, Vasek, et c'est une reconnaissance bien méritée pour lui. À une autre époque, il aurait possiblement été un des plus... il passe à l'histoire comme un des plus grands joueurs de l'histoire parce que, bon, évidemment, le Canada n'a pas cette histoire comme en Angleterre ou en France, par exemple, mais il reste que ce qu'il a accompli, peu de Canadiens, pour ne pas dire pas de Canadiens l'ont fait. Je veux dire, quand tu regardes du côté des hommes, t'as Félix et Chapeau et Milos en avant de lui, mais il n'y a pas tant de monde que ça en avant de lui non plus. C'est un joueur qui est monté top 50. Il a été demi-finaliste ici à Montréal, je crois que c'était en 2014. Finaliste à Washington contre Milos. Exactement. Donc, c'est une belle carrière quand même. Il a ouvert beaucoup de portes, lui aussi, un petit peu comme Eugénie et Milos Raonic. Il a gagné un grand chelem de plus que toi puis moi. Ça, c'est sûr. Et Vasek, il a toujours été hyper sympathique en entrevue dans les années, là, autant quand il était au niveau des Challenger que même après quand il était champion de Grand Chelem. Et on a eu la chance de le revoir dans les dernières années dans des plus petits tournois. C'est sûr que la carrière s'est peut-être étirée un petit peu dans le cas de Vasek, mais il reste... Le corps est fatigué. Un qui est surpris hier, par contre, c'est Nicolas Arsenault. Quelle belle histoire. Nicolas Arsenault et Ariana Arsenault qui jouent ici cet après-midi, duo frère et sœur. Arsenault qui est rentré grâce à certains forfaits à Toronto. On le répète, là, il y a eu quelques forfaits avant le début du tournoi. Jack Draper, Alcaraz, Sinner, Djokovic ont ouvert une porte pour quelques wildcards canadiennes. Et Arsenault a fait le mieux qu'il pouvait faire avec cette wildcard-là. Gagne son premier match. Écoute, quelle belle histoire. Il est 650e au monde environ. Pour lui, c'est un game changer, comme on dit. Ça t'en quoi d'ici la fin du tournoi pour lui? Est-ce qu'il peut continuer de se reprendre? Ben, écoute, une fois que t'es sur une lancée, que t'es porté par la foule, pourquoi pas, mais c'est quand même un écart important. On parle d'un Masters 1000. Il va se retrouver avec des joueurs du top 50 dès le prochain tour, donc à voir. Mais déjà, pour lui, c'est une année importante avec ce gain-là. Il va aller chercher, je crois, un 35 000 $ en prize money assuré au deuxième tour, donc c'est quand même bon pour lui. Ouais, et là, il affrontera aussi le champion en titre de l'événement, Alexis Popyrin. C'est lui qui avait surpris tout le monde ici même à Montréal. Tu m'aurais dit au début du tournoi l'année passée qu'Alexis Popyrin allait remporter le tournoi, les chances auraient été que je gage contre toi, mon cher Hugues. Mais gros défi, mais qui sait?
Ouais. Un Canadien à la maison. Mais je pense que Paprien aussi a fait du Canada un peu sa maison. Mais bravo pour cette victoire quand Ouais, même, je le souligne là. Et j'ai bien hâte de voir ce que sa sœur fera aussi, parce qu'évidemment, elle voudra faire aussi bien que son frère. Donc, elle jouera contre Naomi Osaka après-midi. Moi, c'est un match que je vais pas manquer. On va s'en reparler tout à l'heure, mais c'est peut-être prenable ce match-là dans le contexte. Et Ariana Arsenault, c'est une bonne joueuse de double aussi. C'est une fille qui a des habiletés au filet. Alors, bon, peut-être que ce sera prenable. Bon, parlons-en justement de ce qui s'en vient du côté de la journée d'aujourd'hui. On y arrive finalement. On va mettre la table pour ce qui se passe aujourd'hui. Commençons avec du côté de Montréal, parce qu'il y a Kayla Cross qui joue derrière nous. Vous l'entendez peut-être, vous entendez peut-être des bruits de foule et des bruits de balles et de raquettes. Ben, c'est possiblement ceux de Kayla qui est derrière nous sur le terrain. Elle ouvrait la journée en ce lundi. Elle affronte une qualifiée Rakimova. C'est quand même intéressant dans le cas de Kayla Cross. Peut-être un match prenable pour elle. Ben, même chose, c'est un laissez-passer pour elle, joueuse qui travaille très fort, qui performe bien au niveau ITF, au niveau Challenger. Donc, souhaitons qu'elle fasse le maximum avec ce laissez-passer. Ouais, elle a décidé, elle, de prendre les rangs des collèges américains. Avec les nouvelles règles de la NCAA, c'est un peu plus facile pour ces joueuses-là. Il y en aura de plus en plus. Ben, de jouer des tournois pro en même temps qu'elles font ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Kayla Cross, elle a quand même un titre en 35 000 $, cette année. Et puis, ben écoute, on verra bien qu'est-ce que ça donnera dans ce tournoi-là. Mais c'est une fille qui joue à LSU, par ailleurs. Alors, c'est pas un petit programme du côté de Kayla Cross. Il y aura également Carson Bernstein en action. Elle va affronter Maria Sakkari. Mais avec le Wimbledon qu'elle a connu, avec les noms qu'elle a battus, dont Bianca à Wimbledon, est-ce que c'est prenable une fille qui pue la Sakkari d'il y a quelques années? Un autre match que je vais pas manquer, Carson Bernstein, rappelons-le, a sorti en qualif Loïs Boisson, la Française qui venait de faire la demi-finale à Roland-Garros, Bianca Andreescu, et a pris un set à Sabalenka quand même au premier tour. Donc, je pense que Carson arrive avec beaucoup de confiance ici à Montréal. C'est une carrière qui finalement décolle pour Carson Bernstein là, durant l'été 2025. Et c'est un match là qui est pas sûrement prenable pour elle. Donc, je m'attends à un très très bon match de Carson Bernstein. Puis elle nous disait qu'elle la connaît un peu parce qu'elle a des entraîneurs qui se connaissaient, ceux de Maria Sakkari et celle de Carson Bernstein. Alors, qui sait, peut-être qu'elle a déjà un petit scouting report. C'est une Sakkari qui a baissé beaucoup au classement. Elle était top 10, elle est rendue autour de la 75e place aujourd'hui. Donc, pourquoi pas? Elle est un peu friable mentalement. Et c'est sûr que Carson aussi aura l'appui de la foule. C'est bien dit. Autre nom qui est en action aujourd'hui, et là, vous constatez que je garde Eugénie Bouchard pour la fin. Ariana Arsenault, on en a parlé brièvement tout à l'heure, elle va affronter Naomi Osaka. Bon, c'est sûr que tu affrontes une ancienne numéro 1 mondiale, une championne de Grand Chelem. Mais Naomi Osaka n'a pas été convaincante depuis, non seulement cette année, quelques années. Elle vient de se défaire de son entraîneur Patrick Mouratoglou, ça a été annoncé hier. Osaka, encore une fois, quelques défaites qui sont pas, qui laissent pas présager de bonnes choses pour elle en ce moment, dont une défaite contre Raducanu la semaine dernière à Washington. Je pense que c'est un bon timing pour Arsenault de jouer contre Naomi Osaka. Une fille aussi mentalement qui semble se chercher, c'est compliqué un peu. Donc, à voir ce qui se passera après-midi. Il fera très chaud et ça sera un facteur aussi après-midi. Elle n'a pas de titre cette année, Naomi Osaka. Elle a fait une finale à Auckland et des rondes des 16 à Miami et Rome. Mais c'est quand même loin des résultats de la championne de Grand Chelem. C'est quand même pas mal. Non. Ronde des 16 en 1000, mais encore une fois, c'est plus la menace qu'elle était. Elle est plus dominante comme elle. Ben, elle est plus aspirante à chaque fois qu'elle est aspirante à remporter le tournoi. Maintenant, bon, évidemment, Ariana Arsenault et Naomi Osaka, en théorie, ne sont pas des joueuses du même niveau. Ariana Arsenault est classée autour de la 500e place mondiale. C'est une fille qui fait ses débuts dans des grands tournois comme ça, là, qui joue surtout des tournois mineurs. C'est pas une mauvaise joueuse de double, comme j'en parlais tout à l'heure. D'ailleurs, elle avait remporté le titre en double, si je me souviens bien, il y a quelques années à Granby. Alex, comme tu le sais, il y a souvent des séances magiques à l'Omnia Banque Nationale le lundi. Et il y a, dans celles qu'on attend, incluant Eugénie ce soir, et toutes les joueuses du Canada qui jouent aujourd'hui, il va se passer quelque chose aujourd'hui, c'est garanti. La magie du Parc Jarry pour Ariana Arsenault, peut-être. Pourquoi pas. All right. On l'attendait. C'est la grosse histoire cette année. Espérons qu'elle sera plus qu'un match. Eugénie Bouchard pourrait disputer son dernier match en carrière
sur le central ce soir contre Arango, la 82e mondiale. Il y aura beaucoup d'amour sur le central ce soir. Ceux qui sont ici vont ici pour rendre hommage à Eugénie. Mais moi, je m'attends à un match ce soir parce qu'Eugénie, c'est une fière compétitrice. Elle a un jeu d'attaque. Elle va vouloir prendre le dessus sur ce match-là. Elle s'est préparée sérieusement. Je l'ai vu plusieurs fois. Depuis 4-5 jours s'entraîner. Elle est arrivée d'avance sur le site. Bien qu'il y a beaucoup de distractions. Elle est très sollicitée au niveau des médias et tout ça. Mais bon, je m'attends à un match intéressant ce soir, mais ça va être électrique ce soir sous les projecteurs du Stade IGA. Et même si Eugénie n'a presque pas joué dans les dernières années, n'a presque pas joué cette année. Ouais. Elle pas à ce niveau-là, surtout. Non, exact. Pas au niveau Masters 1000. Exact. En même temps, contre une fille qui est 82e mondiale, qui a pas fait des marques majeures sur le circuit, pourquoi pas une belle histoire? Oui. Et pousser l'histoire, un match peut-être plus loin pour Eugénie Bouchard. Bon, évidemment, elle est pas favorite là, dans ce match-là. Là. Faut pas se faire d'illusions. Mais ce à quoi je m'attends, c'est une foule qui va supporter Eugénie sans relâche. J'entendais mon collègue Paul Rivard parler à la foule un peu plus tôt cette semaine. Mon ancien collègue, ton ancien collègue également, Paul Rivard, il disait « J'espère que le génie ne rentrera pas tout de suite dans sa bouteille. » Je trouvais la forme assez intéressante. Alors, crédit à toi, mon cher Paul. Mais je sais pas. Toi, je te pose la question, tu t'attends à quoi? Est-ce qu'on pousse l'histoire un match plus loin? Est-ce que tu vois Eugénie transportée par la foule? Puis, pousser l'histoire un peu plus loin. Eugénie, c'est une fille des grands moments aussi. Elle va aimer ce stage-là, cette scène-là ce soir qu'elle va avoir. Elle va être le focus de toute l'attention de Montréal et du Canada ce soir. Moi, je m'attends à ce qu'elle fasse quelque chose d'intéressant. Et il y aura peut-être un petit stress pour son adversaire, Arango. Elle n'aura jamais vécu une situation comme ça. Garantie, un central plein avec une foule de 12 000 personnes qui va être contre elle ce soir. Donc, il peut se passer quelque chose ce soir. Moi, je pense que Eugénie peut trouver une façon de gagner ce soir. Et j'espère qu'on rendra hommage à Eugénie avec tous les critiques qu'elle a eues dans sa carrière. Aucun doute. Puis, elle est chez elle ici ce soir-là. Puis franchement, vous regarderez ça sur nos médias sociaux parce que je vais faire une capsule sur la carrière d'Eugénie Bouchard et je pense qu'on va remettre les pendules à l'heure parce que ce qu'elle a fait dans sa carrière, c'est quand même pas banal. Elle a réussi ce que peu de monde ont réussi à faire dans la carrière, peu importe ce que vous en pensez, que ce soit un titre qu'elle ait pu... T'es pas top 5 mondial, t'es pas finaliste de Grand Chelem en n'étant pas exceptionnel. Ben, elle a ouvert la voie, on en a beaucoup parlé pour les Bianca, pour les Leila, c'est une pionnière et qui a joué surtout, Alex, sur la confiance. Au Canada, avant, on se disait... J'ai battu un top 50, c'est une réussite, je suis 75e mondial, on frayait autour de ça. Mais les Eugénie, Mila Raonic ont prouvé qu'on pouvait aller au plus haut niveau. Et Eugénie, c'est ça qu'elle a comme legs au tennis canadien, c'est je peux être numéro 1 mondial, ayez confiance, vous pouvez gagner des grands chelems. Et tout le monde y croit maintenant. Puis la génération des filles qui ont 15-16 ans présentement, c'est une génération qui va avoir été inspirée par Eugénie Bouchard. Et même la génération de Bianca, parce que Eugénie est un petit peu plus vieille que Bianca, mais c'est des filles qui ont vu Eugénie tracer le chemin pour elle. Alors, Emiliana Arango, 82e mondial, 24 ans. Ce sera l'adversaire d'Eugénie Bouchard ce soir. Match qu'on diffusera en direct sur nos plateformes également si vous voulez avoir une version audio. Il y aura une version vidéo aussi également de nos deux faces. Surtout la belle face que vous voulez voir. C'est surtout ça. Du côté de Toronto, parce qu'on achève quelques Canadiens également en action. Il y aura Liam Draxl qui va affronter un ancien champion ici à Montréal, Pablo Carreno Busta. Tu vois quoi pour Draxl dans ce match-là? C'est pas un adversaire facile. Une autre opportunité quand même, Alex. Il a gagné Winnipeg en Challenger. Il a été finaliste à Granby aussi. Draxl, c'est un joueur qui fonctionne bien en ce moment sur le circuit ITF et Challenger. C'est un moment pour lui d'aller chercher une grosse victoire, un prize money intéressant, une bourse intéressante et beaucoup de points. Je m'attends à un bon match de Draxl. Il a fait la finale à Granby, Liam Draxl. Alors, il va arriver quand même avec quelques victoires derrière la cravate. Et ça, que ce soit en Challenger ou que ce soit en tournoi ATP, tu veux jamais affronter un joueur qui arrive avec quelques victoires la semaine d'avant. Exact. Dans le cas d'Alexis Galarneau, ce sera le Français Arthur Redana. Ça aussi, c'est un bon défi pour Alexis, qui trouve pas nécessairement le rythme là qu'il voudrait là sur le terrain. Ouais, il reste autour de la 200e place mondiale. Il a fait un quart de finale à Granby, battu aussi par Liam Draxl, justement. Moment important pour Alexis. Il va aller chercher la bourse, il va aller chercher les points. S'il veut s'approcher de son objectif,
top 100. Il faut qu'il passe par 175, 150 avant et une victoire en Masters 1000 lui donnerait un accélérateur important. Donc, Alexis va mettre beaucoup d'efforts sur ce match-là. Et il n'y a pas une grosse tête de série en partant. Oui, Ridderneck, c'est un bon joueur quand même, mais Alexis peut faire un bon match. 64e mondial, Ridderneck. Dans le cas d'Alexis Garneau, il est tout juste en bas de la 200e place mondiale au 193e rang. Mais quand même, c'est un gars qu'on a vu faire des belles performances contre des Dimitrov ici à Montréal. Alors, c'est un gars qui sur une scène qui lui plaît bien, dans un environnement qu'il connaît bien, que ce soit à Toronto ou à Montréal, c'est un gars qui pourrait surprendre. Et c'est un gars qui, utiliser le terme, fight, se bat sur chaque balle. C'est ce que j'allais dire. Et c'est un relanceur exceptionnel. Ouais. Il peut varier ses coups, jouer sur le rythme du match. Et il est habitué à la météo qu'on va avoir aujourd'hui, encore une fois, qui est un facteur important. Il joue sur le circuit canadien. On l'a dit, il était à Green Bay il y a 2 semaines, un peu dans les mêmes conditions. Fait que je pense qu'il y a un petit avantage sur les conditions, Alexis, pour ce soir. Puis encore une fois, il va tout donner pour aller chercher ce match-là. C'est un moment pivot dans son année 2025. Hugues, c'est ce qui complète notre résumé de ce qui s'est passé hier et de ce qui s'en vient aujourd'hui à l'Omnium Banque Nationale. Et bien, comme c'est la tradition, je vais te donner le mot de la fin. Bon tennis, Alex. Bon tennis, tout le monde. On se retrouve demain pour Café à l'Omnium Banque Nationale.